Pourquoi est-ce que je ne reste pas plus longtemps en Espagne chaque année, voire peut-être même toute l'année? C'est une bonne question, ça. C'est une question qu'on m'a posée récemment dans les commentaires. Autre question qu'on m'a posée dans les commentaires, et celle-là, c'est pas la première fois, c'est pourquoi est-ce que je ne pratique pas le camping sauvage, qui en soi me coûterait beaucoup moins cher que d'aller dans des campings commerciaux. C'est parfaitement vrai. Je me suis dit que ces deux questions méritaient des réponses un peu plus approfondies que... parce que j'ai répondu dans les commentaires, hein. Mais on peut faire mieux et puis on peut répondre à tout le monde aussi, parce que ce sont peut-être, je soupçonne, des questions que d'autres personnes se posent, et dans tous les cas, ce sont des questions qui m'ont paru particulièrement intéressantes et elles méritent une réponse en vidéo. Alors on va commencer par la première. Pourquoi est-ce que je reste pas plus longtemps en Espagne, voire carrément toute l'année? J'ai la caméra qui bouge, attends, excuse-moi une seconde. Là, ça devrait aller mieux. Oui, effectivement, on pourrait se dire que rester plus longtemps en Espagne ou même toute l'année, ça pourrait me tenter, mais en fait pas du tout. Alors il y a deux raisons. La première, la partie de l'Espagne que je connais pour le moment, c'est ici, c'est la région d'Alicante. Alors bon, il faut reconnaître que ça représente, on va dire, c'est pas le seul endroit, mais c'est un des endroits qui représente une certaine sécurité, une certaine stabilité pour moi à présent, parce que je m'y suis fait des amis, je connais l'endroit, j'ai mes petites habitudes, j'ai même accès au frigo de quelqu'un. Donc c'est vrai que ça a son intérêt de ce côté-là. Et d'ailleurs, honnêtement, quand je suis parti à l'automne dernier, j'étais pressé de revoir cet endroit et de revoir les amis que je me suis fait ici. Je suis parti en septembre avec Campello, ouais. Mais beaucoup moins maintenant. Alors ça, j'y viens après. La première raison qui fait que ici spécifiquement, je pourrais pas être toute l'année, c'est la chaleur. Regarde, on est en janvier, on a l'impression d'être en été en France en fait. Alors c'est dans le milieu de la journée, le soir ça se rafraîchit encore. Mais là en milieu de journée, aujourd'hui, c'est exceptionnel, hein, mais à vue de pif, je dirais il fait 23-24 degrés. Il y a des gens torse nu, là on arrive sur la plage, t'as des gens torse nu en fait. Alors ça, en janvier, c'est très bien. Par contre au milieu de l'été, moi, comme c'est mon deuxième hiver ici, l'été dernier, pendant que j'étais en Normandie, parce que oui, il m'arrive de passer dans l'Orne, hein, et avec plaisir même, mais l'été dernier, j'ai certains de mes amis qui étaient encore ici, qui m'ont dit, mais nous, on prend 3 douches, 4 douches par jour, tellement il fait chaud. Alors ça, non, pas pour moi, clairement, pas pour moi. Après, je pourrais aller ailleurs, notamment dans le nord de l'Espagne. Par exemple, il y a le camping Bolasso où je vais m'arrêter en mars. J'ai prévu d'y faire étape. J'ai fait une étape l'année dernière, aussi, c'était début avril. Mais j'ai fait étape l'année dernière, je le connais un petit peu, et depuis, je me suis rendu compte qu'ils font des prix pour les longues durées. Au mois, il est vraiment pas cher. Financièrement, ça se tient. 190 € le mois, tout compris hors saison, 210 €, je crois, si je dis pas de bêtises, en pleine saison. Il est vraiment intéressant. Financièrement. Et niveau de température, comme il est au pied des Pyrénées, il est en Aragon, ça doit être beaucoup plus raisonnable qu'ici sur Alicante. Donc niveau température, ça serait sans doute possible. Mais il y a un problème. Il y a des gens qui n'en souffrent pas, mais moi, j'y peux rien, j'ai le mal du pays. J'ai envie de rentrer. Comme je disais tout à l'heure, au moment où je suis parti là, en septembre, ouais, Campello, et puis au bout de 2 ou 3 mois, donc là, tout de suite, là, on est en janvier, j'ai envie de rentrer. Si les températures le permettraient, je rentrerai en France en février, sincèrement. J'aime cet endroit, je m'y suis fait des amis, je m'y sens bien, oui, mais il n'y a rien à faire, j'ai le mal du pays. Donc même dans un endroit un peu moins chaud l'été, genre le camping Bolasso, là-haut au pied des Pyrénées, non, de toute façon je vais rentrer en France parce que j'ai le mal du pays, je suis comme ça. Il y a des gens que ça affecte moins, voire pas du tout, moi, il n'y a rien à faire, j'ai le mal du pays. Alors c'est pas du tout pour une histoire légale, hein. C'est pas pour une question de les fameux 6 mois et 1 jour ou autre chose du même type, c'est pas ça du tout. Sincèrement, je m'en fiche. Bon, au final, les 6 mois en France, je les ai très largement. Ça, cette histoire dont tu as peut-être entendu parler de passer 6 mois et 1 jour en France, c'est pour établir ta domiciliation fiscale en fait, pour savoir où sont tes intérêts financiers. Mais bon, il n'y a pas de toute façon que ton lieu de résidence physique qui compte. Pour ça, il y a des tas d'autres paramètres qui entrent en compte pour déterminer où se trouve réellement ta résidence fiscale, savoir si tu vas payer des impôts en France ou pas. Mais bon, de toute manière, l'histoire des 6 mois et 1 jour, en soi, je m'en fiche pas mal. Mais le fait est que de toute façon, je les ai très largement parce que j'ai envie de rentrer. Il
n'y a rien à faire, j'ai envie de rentrer. Donc voilà pourquoi je ne reste pas plus longtemps, que ce soit en Espagne ou ailleurs d'ailleurs, hein, parce que dans les années qui viennent, j'irai sans doute dans d'autres endroits. Mais même en me rendant dans d'autres endroits, même l'été, je vais passer en France et je vais passer un certain temps en France de toute manière, parce que j'ai envie de retourner en France. Et j'ai aussi envie de retourner en Normandie. Comme disait Rabbi Jacob, je vais revoir ma Normandie. Non Samuel, pas ça, ici la France. Oui, c'est juste... Entre autres, j'ai envie de repasser en Normandie, parce que j'aime la région. Et puis globalement, j'ai envie de retourner en France. Donc voilà pourquoi je ne reste pas plus longtemps que ça en Espagne. C'est j'ai le mal du pays, c'est tout. Ensuite, pour ce qui est de la question du camping sauvage. Alors la question légale, j'y viendrai après. Mais il y a un côté pratique en fait qui fait que c'est juste pas du tout mon truc. D'abord, il y a quelque chose que je ne crois pas avoir jamais abordé sur la chaîne. Qu'est-ce que c'est que ça? J'y connais pas grand chose, on dirait. Alors j'ai pas le zoom, je suis désolé. Je sais pas s'il va être visible. Ah, il est parti. C'est quelque chose qui ressemble à un héron, mais peut-être un peu plus petit. Mais bon, il est parti. Désolé, bon, je passe la parenthèse. Donc, oui, quelque chose que j'ai pas, je crois pas l'avoir évoqué sur la chaîne. J'ai un problème de santé, alors qui est pas trop grave chez moi. Il y a des gens qui sont coincés chez eux avec ce que j'ai. Hein. Moi, c'est relativement bénin. C'est ce qu'on appelle le syndrome du côlon irritable. C'est-à-dire que, en gros, mon système digestif est complètement déréglé. Et ça bouge encore. C'est en grande partie ma faute. Hein. J'ai été opéré des intestins quand j'avais, je sais plus, 16 ou 17 ans. Parce que j'avais une malformation. J'ai failli y passer 3 fois. C'est la 3e fois, c'est le chirurgien qui m'a opéré, qui m'a dit que si ça s'était pas remis tout seul, j'ai fait des occlusions en fait en un an, j'ai fait 3 occlusions intestinales. Et la 3e fois, le chirurgien m'a dit si les 2 premières fois ça s'était pas remis tout seul, j'y passais. Donc j'ai été opéré des intestins, on m'en a enlevé un gros morceau. Les années qui ont suivi, ça allait, tout marchait normalement. Et puis quand j'ai commencé à vivre tout seul, pendant 2-3 ans, j'ai mangé des plats industriels quasiment tous les jours. Et j'entends encore mon père me dire mais mange pas ces saloperies, ça va te détraquer les intestins. Et bien les 2 facteurs ensemble, manifestement, il avait raison. Et aujourd'hui, sans entrer dans les détails, il me faut des toilettes 2 fois par jour au minimum. Et ça, c'est dans les bons jours. Dans les jours où ça va pas bien, c'est pas 2 fois. Et en camping sauvage, aux toilettes, niet. Voilà. Ensuite, il y a quelque chose, je sais pas, il y en a peut-être qui vous considèrent que c'est un luxe, mais bon, écoute, je prends une douche systématiquement avant de me coucher, je me sens mieux une fois couché. Donc une douche 1 fois par jour, d'autant plus quand il fait chaud d'ailleurs. Non, c'est pas un luxe, c'est un petit confort bien appréciable. Et puis il y a un truc qui manque quand tu es en camping sauvage, qui moi ne me permettrait pas de travailler, il me faut de l'électricité impérativement. C'est pas les 12 volts de la moto, mon ordinateur portable pour faire mes vidéos, hein, c'est de ça que je parle. Il lui faut 19 volts et je sais plus 5 ou 6 ampères je crois. C'est 19 volts et 6 ampères virgule quelque chose. Donc c'est pas la moto qui peut l'alimenter. C'est pas possible. Et faire mes vidéos sur batterie, alors même s'il en avait encore une, parce que je l'ai enlevée il y a quelques temps, elle était en train de gonfler, elle ne chargeait plus, puis elle était en train de gonfler et de déformer la coque de l'ordinateur. Mais même s'il avait encore une batterie, à l'époque où elle était neuve, je l'ai changée il y a un peu plus de 2 ans et demi cette batterie. Et neuve, elle tenait 3 heures. En utilisation bureautique, c'est-à-dire en tirant pas dessus. Alors pour faire du montage vidéo, non seulement montage vidéo sur batterie, l'ordinateur est plus lent et c'est ingérable en fait, mais en plus de ça, si j'essaye, en une batterie même neuve et chargée à fond, en 1 heure il me la vide à mon avis. Hein. Donc c'est juste pas jouable. Ça, c'est les questions pratiques qui font que je ne fais pas du camping sauvage. Ensuite, il y a une question légale en fait. C'est compliqué le camping sauvage si tu veux le faire dans les règles. C'est différent en France et en Espagne d'ailleurs. En France, à ma connaissance, il est autorisé sauf là où il est interdit. Et pour savoir si là où tu te trouves il est interdit ou pas, c'est galère. Parce qu'il peut s'agir d'un arrêté municipal, ça peut être un arrêté préfectoral, enfin ça peut dépendre de tout un tas de gens. Tu peux te trouver sans avoir fait exprès dans un parc régional où il va être interdit. Savoir s'il est interdit ou pas, c'est compliqué en France. Et en plus de ça,
tous les terrains qui ne sont pas publics appartiennent à quelqu'un, ils sont privés. Donc c'est très très compliqué. Pour le faire légalement, évidemment, si tu n'en as rien à battre, tu t'arrêtes et tu espères que tu ne te feras pas contrôler. En Espagne, c'est beaucoup plus simple. Il est interdit. Point barre. Il est interdit partout. Alors tu peux normalement, tu peux bivouaquer pernoctar, c'est-à-dire que tu établis ton camp après le coucher du soleil et tu le démontes avant le lever du soleil. En théorie, ça, c'est légal, d'après ce que j'ai compris. Mais faut espérer qu'il n'y ait pas un flic qui soit un petit peu tatillon sur les bords et qui te vire, parce que ça serait très possible. Après, il existe des zones qu'ils appellent de acampada controlada, des zones de camping, je vais faire une traduction littérale, contrôlée, par opposition à acampada libre, qui serait le vrai camping sauvage. Alors, ce sont des zones aménagées, qui sont soit gratuites, soit vraiment pas chères, mais qui ne sont pas surveillées déjà, donc tu ne peux pas y laisser tes affaires, tout comme en camping sauvage d'ailleurs, j'ai oublié de le mentionner, mais tu ne peux pas laisser tes affaires, je vais descendre un moment sur la plage parce qu'on arrive près de la route là, tu ne peux pas laisser tes affaires en camping sauvage. Si tu veux juste aller faire des courses, il faut lever ton camp tous les jours. Et moi il me faut 3 heures, avec toutes les affaires que j'ai, il me faut 3 heures pour lever mon camp, j'ai aucune envie de faire ça tous les jours. Dans les zones de acampada controlada, là, ça serait pareil. Et puis, faut réserver. Elles sont soit gratuites, soit vraiment pas chères. Genre, on va te demander de payer 1 euro ou 2 par jour pour l'eau ou un truc comme ça. Mais il faut réserver. Et l'année dernière, j'ai voulu m'en servir en Andalousie, parce que, au cas où tu ne le saurais pas, l'Espagne est divisée en communautés autonomes, donc chacune a sa façon de gérer les choses. Et en Andalousie, il y a un système administratif à qui vaut l'administration française ou autre. Hein. Alors, j'ai tourné en rond pendant des heures l'année dernière parce que je voulais faire juste une étape d'une nuit et je m'étais dit ce principe-là. Il y a des zones, je trouve les cartes, il y a plein de zones, il y a des infos sur ces zones, mais il faut réserver. Bon je vais essayer de réserver une place pour une nuit, juste m'arrêter vite fait dans ma route sur Tarifa, ça c'était l'année dernière. J'ai passé des heures et des heures, je tournais en rond. C'est impossible à réserver. Je pense qu'il y a une histoire d'identité numérique ou quelque chose d'assez similaire, un peu comme en France où on a France Connect pour se connecter au site de la CAF, etc. Moi pour ce genre de truc j'utilise mon identifiant auprès des impôts. Là je pense que c'est quelque chose d'assez similaire qui fait que si tu n'es pas espagnol, la réservation ne peut se faire qu'en ligne, tout du moins avec le système andalou, et à mon avis si t'es pas local, tu peux réserver walou. Donc c'est extrêmement compliqué de réserver dans un de ces trucs là. Ici sur Alicante, j'en ai vu récemment, alors c'est un peu plus similaire au problème français, c'est-à-dire que tu as des zones de camping qui sont certaines gérées par telle ville, d'autres gérées par la communauté valencienne, d'autres gérées par ceci, par cela, et il faut se renseigner individuellement sur chacune. Là, j'ai pas essayé sincèrement, mais mon expérience avec les zones de camping andalouses, c'est extrêmement compliqué. J'avais fini par abandonner parce que j'y arrivais pas. On me demandait des informations, on me demandait de me connecter à des comptes où j'ai pas d'accès, j'y arrivais pas. Il n'y a rien à faire. Donc voilà les raisons pour lesquelles je ne pratique pas le camping sauvage. Et tu sais quoi, je vais faire demi-tour parce qu'en fait ma destination est de l'autre côté. Seulement j'ai déjà fait cette vidéo une première fois et puis je me suis aperçu après coup que la caméra n'enregistrait pas. Alors là je surveille, je sais qu'elle enregistre. Donc voilà pourquoi je ne reste pas plus longtemps en Espagne chaque année et pourquoi je ne pratique pas le camping sauvage. J'espère avoir bien répondu aux questions. Un grand merci aux 2 membres au passage qui me les ont posées et à ceux qui m'ont posé la question sur le camping sauvage par le passé. Parce que sincèrement je pense que j'ai dû le dire en début de vidéo, ce sont des questions qui m'ont paru intéressantes et qui méritaient une réponse en vidéo. Voilà. Sur ce, quelques petites annonces rapides avant de finir. Mardi prochain, la vidéo que j'ai prévue va être un peu particulière, ça va être une expérience, parce qu'on va parler des hivernales à moto, et si tu te dis que je ne suis jamais allé camper dans la neige, que je ne sais pas ce que c'est, que j'y connais rien et que je ne peux pas en parler, tu as raison. Mais justement, je t'ai trouvé 2 intervenants qui eux connaissent, qui eux sont allés camper dans la neige cette année. Il y en a un qui a fait la fameuse hivernale des 1000 vaches, l'autre qui est allé pendant la vague de froid à Mout, le village le plus froid de France. Et j'ai organisé une petite séance en visio pour en parler avec eux. Donc c'est pas moi qui vais t'en parler, ça va être eux.
Et je vais enregistrer la visio et ça sera la vidéo de mardi prochain. Alors si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et active la petite cloche pour ne pas la rater. Ça, c'était ma première annonce. La deuxième, un grand merci à tous les membres qui soutiennent la chaîne. Il y en a une nouvelle plus exactement, je vais te mettre les noms là maintenant. Tu as le lien si tu veux les rejoindre dans la description. Bienvenue à Anaïs qui nous a rejoint il y a quelques jours, un grand merci à elle. Et un grand merci également à une personne dont le nom n'est pas là parce que ce n'est pas un des membres de la chaîne, mais c'est le premier à avoir utilisé le bouton super merci. Là, tu sais, dans le chat et dans les commentaires, tu as un bouton si tu veux faire un don pour remercier ton créateur favori. Et c'est la première personne à l'avoir utilisé. Il m'a envoyé 5 francs suisses. Un très très grand merci à lui également, il se reconnaîtra. Voilà, et dernière annonce avant de terminer la vidéo. N'oublie pas que je viens de lancer mon guide sur la création d'une chaîne YouTube pour grands débutants. C'est un guide qui se veut destiné à des gens qui n'ont jamais fait ça, qui ont envie de partager quelque chose sur YouTube, mais qui hésitent, qui ne savent pas comment s'y prendre, qui se disent qu'ils n'ont pas les compétences. Moi non plus, je les avais pas les compétences quand j'ai démarré. Et j'ai cafouillé pendant un long moment. Puis après, je me suis décidé à me former, j'ai appris. Et là, je viens de partager toutes mes connaissances, toutes les compétences acquises ces dernières années pour aider donc des gens qui ne savent vraiment pas comment démarrer, pour leur mettre le pied à l'étrier. Il y a un guide à lire qui porte spécifiquement sur YouTube. C'est comment paramétrer ta chaîne, quels sont les réglages qui sont importants, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ta chaîne démarre bien, comment concevoir tes vidéos, qu'est-ce qu'il faut mettre dedans, quelles sont les données à surveiller dans ton compte YouTube, etc., etc. Donc tout pour grands débutants, pour prendre un bon départ. Et puis il y a des tutoriaux, des leçons en vidéo. Là, ces vidéos-là sont en fait sur le côté pratique, sur le côté technique. Initiation au montage vidéo, à la création de miniatures, etc., etc. Bref, tout ce qu'il faut pour vraiment bien démarrer. Là, je te mets le lien dans le commentaire épinglé sous la vidéo. Si tu veux voir les détails, si tu veux te renseigner dessus, si tu as des questions, n'hésite pas à me contacter. Je te dis, c'est vraiment pour des gens qui n'y... Enfin, en tout cas, moi, j'ai tenté de le concevoir. Pour des gens qui n'y connaissent rien et qui ont des doutes sur leurs compétences. Donc, je t'apporte toutes les compétences de base. Voilà, sur ce, je te dis à très bientôt. À mardi, je compte sur toi. Ça va être une vidéo particulièrement intéressante. Ça sera, entre parenthèses, ma première collaboration avec d'autres chaînes. Je te laisse une autre vidéo qui devrait t'intéresser là, je ne sais pas si je vais la mettre à droite ou à gauche, mais je te la mets. Et puis, je te dis à mardi. Salut!